Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste du grand banditisme, auteur d'ailleurs de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet. Tout d'abord, sur cette traque des suspects, plus les heures passent, plus il sera difficile de les retrouver? Je dirais pas ça, je dirais qu'une enquête de police judiciaire, ça prend du temps, que le nombre d'éléments laissés derrière eux par cette équipe, par les membres de cette équipe est absolument considérable et que, en fait, c'est pas d'un claquement de doigts que vous reliez forcément un cheveu, une trace ADN, quelque chose qui pourrait se connecter à un fichier. C'est pas à la seconde même que ça se passe. Il y a énormément de choses qui ont été abandonnées. Je rappelle ce gilet jaune pour se faire passer pour des ouvriers qui a été retrouvé dans Paris. Maintenant les motos, les scooters, le camion, un casque, un bijou volé, ça fait énormément d'objets, si vous voulez, à éplucher. Donc, je pense que la police technique et scientifique est super mobilisée. Après, il y a, pareil, il faut énormément de temps pour, si vous voulez, déchiffrer toutes les vidéosurveillances. C'est des kilomètres de bande. Donc même si vous avez 50 ou 60 policiers, c'est l'enquête du siècle, hein, c'est le casse du siècle. Donc ils n'ont pas lésiné sur les hommes mobilisés. Mais même si vous mobilisez tout ce monde-là, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, malheureusement. L'une des grandes questions aujourd'hui, bien sûr, c'est la revente potentielle de ces bijoux. Vous connaissez bien ces questions. Quelle est la piste la plus probable selon vous s'ils ne sont pas retrouvés par les enquêteurs? Bon, il y a plusieurs pistes par le passé. Je ne sais pas, il y a plusieurs cas qu'on peut citer. Moi, je me souviens d'une toile de maître d'un impressionniste qui avait été commandée par un amateur membre des Yakuza au Japon. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir une piste étrangère, extérieure, un commanditaire très lointain qui serait, pourquoi pas, un amateur de la période de l'Empire et qui voudrait jouir à titre privé et personnel de ces objets. Ça, c'est une hypothèse qui, malheureusement, n'est pas forcément la principale. Je dis malheureusement parce que dans cette hypothèse-là, les objets seraient peut-être déjà en train de quitter le territoire, mais ne seraient pas dépecés et réduits en petits morceaux pour être vendus à la découpe, non pas sur le bon coin parce que ce sera difficile, mais sur le marché noir qui est quand même en matière notamment de pierres précieuses extrêmement vivace en Europe. Et malheureusement, une fois que c'est démonté, il n'y a rien. Voilà, c'est assez difficile de pister un diamant, d'autant qu'un diamant peut être retaillé, etc. Donc, je dis, ça, c'est l'hypothèse numéro 2, qui est peut-être la plus plausible. Après, je crois pas à une arnaque à l'assurance, hein, mais pourquoi pas. Mais si c'est ça, ils se feront prendre. Je crois pas non plus à un chantage. Mais en revanche, que le crime organisé français, qui est quand même en pleine expansion aujourd'hui, se soit dit, bah tiens, là, on va faire, voilà, on va piquer ça. C'est vrai que c'est une excellente manière de blanchir l'argent sale, les bijoux. Donc, c'est malheureusement cette dernière hypothèse qui est aujourd'hui la plus plausible. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, l'a dit ce matin, nous avons failli. Alors, des musées pris pour cible en France, ce n'est pas nouveau, hein. Les cambriolages s'y sont d'ailleurs multipliés ces derniers mois. On en compte au moins 5 en moins d'1 an. Il y a une vraie faille sécuritaire, et pas qu'au Louvre. Absolument, mais ça fait des années et des années que moi je me souviens avoir fait des articles, ça fait 40 ans que j'écris sur le crime, j'ai fait des articles il y a 25 ou 30 ans sur la faiblesse de la protection des musées français, notamment des musées de province qui à l'époque étaient dépecés par le grand banditisme notamment, qui était pillé, on va dire. Mais alors là c'est différent parce qu'on est dans le musée qui est censé être le plus surveillé de France, hein. Si donc on peut rentrer par la fenêtre comme de simples cambrioleurs dans un appartement dans le musée le plus surveillé de France, c'est relativement grave et ça montre que la faille est immense et que effectivement on a l'impression qu'on a mis beaucoup de moyens dans la muséographie pour que tout soit très beau pour le grand public. D'ailleurs ça marche bien, le Louvre ne désemplit pas, mais le problème c'est qu'on a complètement sous-estimé probablement la partie sécuritaire de l'affaire. Voilà, on s'est focalisé sur la beauté de l'art et malheureusement les voleurs et cambrioleurs, eux, ils sont focalisés sur la valeur des objets d'art. Frédéric Ploquin, ces failles sécuritaires, elles sont dues à des questions d'argent ou de vision?
Les deux, je pense, c'est d'abord une question c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est une question de culture, d'approche, on va dire, de l'objet musée. Le musée, c'est fait pour les belles pièces, c'est fait pour être exposé, non pas au risque, mais au grand public. Et donc, on ne s'est pas posé trop de questions. Et après, dans un musée comme le Louvre, qui est absolument gigantesque, il n'y a pas une fenêtre, je ne sais pas combien, il y en a peut-être 500, il y a un nombre incalculable de fenêtres dans ce. Donc, c'est vrai que là, le budget pour sécuriser l'intégralité de ces entrées possibles, maintenant qu'on a enfin découvert qu'on pouvait rentrer par la fenêtre, bah, c'est absolument colossal. Et je sais que tout le monde sait que le musée du Louvre a des problèmes de gestion malgré le nombre d'entrées et que le budget sécuritaire passe souvent après. Selon vous, il y aura un avant et un après ce cambriolage. La sécurité, elle va être immédiatement renforcée un peu partout ou pas d'ailleurs? Bah si, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment, mais le problème c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire que tout d'un coup on décrète depuis le ministère de l'Intérieur effectivement qu'on va protéger les musées, mais on peut pas tout protéger. Demain, il va falloir protéger encore autre chose et autre chose. Donc les forces de police, elles ne sont pas extensibles systématiquement. Elles sont limitées nécessairement. En tout cas, les moyens humains sont limités nécessairement. Donc après, ça va être une autre histoire. Et je pense que les services de la culture vont devoir se rapprocher des services du ministère de l'Intérieur pour essayer de mieux cohabiter et mieux penser, on va dire, la sécurité du patrimoine français. Dernière question, Frédéric Ploquin, le succès de ce cambriolage, ça peut donner des idées à d'autres? Comment ça se passe dans le milieu? Malheureusement, oui, effectivement. En fait, c'est quelque chose que personne n'avait osé. Le grand banditisme français ne s'était jamais attaqué au musée du Louvre, jamais. Comme si on n'osait pas, comme si c'était une espèce de sanctuaire. Donc là maintenant, la porte est ouverte. On a on va dire un nouveau milieu français, un banditisme qui n'a plus rien à voir avec celui d'avant, qui ose absolument tout et qui n'a aucune barrière, on va dire. Et là, oui, on peut s'attendre à tout. Sauf s'ils se font reprendre très rapidement, ce qui est quand même une possibilité. Merci pour votre expertise. Merci aujourd'hui d'avoir accepté l'invitation de France 24.